Des eaux sauvages. Voilà la source d'énergie qui, de notre vivant, a transformé le Canada en une grande nation industrielle. Au cours des 20 dernières années, les besoins en électricité se multipliaient dans la province. Pour répondre aux besoins croissants de la région montréalaise, l'Hydro-Québec décidait d'aménager les rapides de l'Outaouais en construisant un barrage à Carillon. L'objectif était de produire, dès 1962, de l'électricité pour les périodes de pointe. Les travaux d'excavation du barrage commencèrent au cours de l'été 1959. L'emplacement était propice. Le barrage aurait une longueur totale de 2200 pieds et la centrale comprendrait 14 turbines. Tout d'abord, il fallut construire un déversoir. Des bâtards d'eau endiguaient le cours d'eau, tandis que les travaux de construction s'effectuaient à sec. Au printemps suivant, le déversoir était mis en service. Dès que le débit de l'Outaouais put passer par le déversoir, l'emplacement de la centrale fut asséché et les travaux de fondation commencèrent. Les ingénieurs de l'Hydro-Québec connaissent parfaitement les exigences nordiques, ayant réalisé beaucoup d'ouvrages de ce genre dans le bouclier laurentien. Le coulage du béton continue sous abri à 20 degrés sous zéro. Les ingénieurs mettaient déjà au point les plans des turbines, dont les 4 premières devaient être mises en marche en 1962. Le contrat pour l'étude et la fabrication de ces turbines avait été accordé à Dominion Engineering, l'entreprise qui a construit les turbines fournissant plus de la moitié de l'énergie hydroélectrique du Canada. Les turbines ne sont pas des machines standards. Chacune doit répondre à des exigences particulières. Pour faire les plans d'une nouvelle turbine, on se fonde sur l'expérience acquise, avec une unité ayant fait ses preuves dans des conditions semblables. Pour être certain de répondre aux besoins spécifiques d'une centrale donnée, il est nécessaire de faire des essais avec des modèles réduits. La tendance actuelle aux turbines à grande puissance en souligne l'importance. Dominion Engineering possède un laboratoire hydraulique dont l'aménagement a coûté plus d'1 million de dollars. Lorsqu'on veut mettre au point un nouveau type de roue de turbine, on doit commencer par en construire un modèle à l'échelle. Ensuite, on doit mettre ce modèle à l'essai afin de déterminer ses caractéristiques de puissance, de rendement et de cavitation. La cavitation, avec ses bulles qui nuisent au comportement hydraulique et érodent le métal, doit être réduite au minimum. Les turbines destinées à la centrale de Carillon devaient avoir chacune une puissance de 60 000 chevaux. L'Outaouais a un débit très saisonnier et la chute est basse à Carillon. De telles conditions faisaient choisir le type de turbine Kaplan dont le moyeu est muni de pales orientables. Ce modèle en coupe montre les éléments principaux du moyeu Kaplan. Le mécanisme de réglage des pales qui se trouve dans le moyeu des turbines de Carillon est unique en son genre. Une soupape règle le débit d'huile au servomoteur qui contrôle l'orientation des pales. Ce réglage automatique du pas assure un rendement élevé quel que soit le débit. Le réservoir d'huile et le dispositif de pompage sont placés dans le moyeu. Une conception judicieuse permit de loger tout cet équipement dans le moyeu sans réduction de sécurité. Dominion Engineering devait construire toutes les 14 turbines, en installer 4 dès l'automne 1962. Par ailleurs, les plans des pièces affectant la structure de la centrale devaient être terminés en 3 mois. Ici, les ingénieurs mettent au point le tracé d'aubage de l'hélice. Dans l'atelier de modelage, l'aubage est ensuite reproduit en 3 dimensions pour la fonderie. Les turbines de Carillon allaient être les plus grandes turbines Kaplan installées au Canada.
Ces grandes unités requises par la technique moderne produisent de l'électricité à meilleur compte. Dominion Engineering possède non seulement la technique, mais aussi les moyens de production. À la fonderie, les cubilots, les fours à air et les fours électriques peuvent fondre divers alliages et couler jusqu'à 90 tonnes. Des échantillons de chaque coulée sont examinés au laboratoire métallurgique. Ici, on vérifie la composition chimique. Au moyen des techniques les plus récentes, les ingénieurs et les techniciens effectuent les vérifications sévères qu'impose la fabrication de pièces de précision. L'objectif fondamental est la résistance. On fait subir des essais de tension à ces échantillons et l'on s'assure que l'on répondra aux demandes structurelles. À mesure que les essais se poursuivent, le coulage des pièces continue. Dans le travail de fonderie, l'habileté de l'ouvrier qualifié est un facteur de première importance. Nombreux sont les ouvriers dans cet atelier qui ont plus de 25 ans d'expérience et qui ont appris leur art en suivant l'évolution de la technique. Le couvercle de turbine pour carillon est coulé en quelques minutes, mais il lui faut 4 jours pour refroidir. Certaines pièces de turbine sont si grandes ou si complexes qu'il faut procéder à un double coulage. Mais toute la turbine n'est pas en acier. Un nombre considérable de coussinets, de manchons et de brides sont en bronze ou en alliages spéciaux. Les fonderies de Dominion Engineering sont équipées pour les couler. Sur le chantier, le travail était bien avancé au printemps 1961. Le béton coulait sans arrêt, les soubassements du barrage étaient terminés et les fondations des turbogénératrices étaient en construction. La bâche spirale et le tuyau d'aspiration sont formés directement dans le béton. Sous chaque emplacement de turbine, on façonne les tuyaux d'aspiration en coulant du béton autour des coffrages en bois. Chaque jour, on utilise des quantités de bois dans ce genre de construction. Un facteur ayant beaucoup contribué à accélérer les travaux a été la chaîne de production employée par l'Hydro-Québec. Les travaux ont progressé par étapes, du nord au sud, sur toute la longueur de la centrale, chaque emplacement à un stade différent d'avancement. Les ouvriers qualifiés pouvaient se déplacer le long de la chaîne avec leurs équipements spéciaux. Une seule pièce en retard aurait pu ralentir l'ensemble des travaux. De leur côté, les fournisseurs devaient synchroniser leur livraison. À l'usine, on fabriqua d'abord les pièces à encastrer dans le béton. On met ici la dernière main à un avant-distributeur. Les sections venant de la fonderie sont percées et assemblées de façon à former un des grands anneaux. L'avant-distributeur comprend un anneau supérieur, un anneau inférieur et 12 avant-directrices. L'ensemble pèse environ 66 tonnes. Il doit être usiné sur le tour de 52 pieds, le plus grand tour à alésé du Canada. Un arrangement inusité a été conçu pour ce travail particulier.
La pièce est fixée sur les guidages du tour et des outils spéciaux sont montés sur la table elle-même. Ce sont les outils qui tournent et non la pièce. Les avant-directrices sont les premières à recevoir les filets d'eau qu'elles dirigent vers la roue de la turbine, dans la direction voulue. Dans la partie nord de l'atelier principal, on peut voir des pièces de turbine à différents stades de fabrication. Démontée en vue de son transport, l'anneau comprend 6 sections coulées pesant 11 tonnes chacune. Le transport est un facteur dont l'ingénieur doit tenir compte dans ses calculs. Il doit considérer, entre autres, les charges maxima permises sur route et sur rail et les dimensions acceptables dans les tunnels et sur les ponts. Ces limitations de transport influencent souvent le dessin des pièces. Cette tâche fut rendue aisée car les ateliers ne se trouvaient qu'à 45 000 de Carillon. Les travaux progressaient tout le long du barrage, les horaires étaient rigoureusement respectés. Les fournisseurs étaient responsables du montage de toutes les pièces, y compris celles encastrées dans le béton. L'avant-distributeur est placé au-dessus du tuyau d'aspiration. À l'intérieur du distributeur, on installera les autres directrices qui contrôleront le débit. Les pièces mobiles des turbines passaient maintenant de la fonderie aux ateliers mécaniques. Le coulage du moyeu de l'hélice n'était pas une petite affaire. Ce moyeu est un coulage cylindrique mesurant 9 pieds de diamètre, 7 pieds de hauteur et pesant 35 tonnes. À l'intérieur du moyeu, on doit placer les paliers des pales de l'hélice ainsi que le mécanisme complexe de commande de ces pales. On doit apporter un soin méticuleux à la fabrication du moyeu pour éviter toute interférence. La surface de la bride d'accouplement est usinée sur un tour vertical de 18 pieds. Le tour vertical est également employé pour alléger les sièges des coussinets destinés au palier des pales. Cette méthode est supérieure à l'alésage horizontal. La périphérie des pales, sortant du moule, est coupée au chalumeau. L'opération est contrôlée au moyen d'un gabarit conçu par Dominion Engineering. On gagne beaucoup de temps à usiner le moyeu et les pales lorsqu'ils sont assemblés. Les pales, qui ont des revêtements d'acier inoxydable, sont meulies et polies jusqu'à ce qu'elles aient le profil voulu. Le comportement de la turbine dépend en grande partie du profil et de la finition des pales. L'ouvrier qualifié est irremplaçable pour cette phase critique du travail. Les tourillons des pales sont usinés par une machine spécialement conçue par la section des méthodes de fabrication de Dominion Engineering. Les filetages sont taillés par la même machine. L'arbre de la turbine est en acier forgé. Il a 15 pieds de long et son diamètre varie de 35 à 63 pouces. Il est tourné et rectifié autour, puis il est foré pour recevoir les boulons d'accouplement. Mais les petites pièces ont leur importance. Il en faut des centaines en bronze, en acier ou en alliage. Toutes doivent être fabriquées avec soin.
Pour cette fabrication, on a recours aux techniques et aux machines les plus récentes, comme les fraiseuses multiples. Par exemple, les bielles de vannage sont finies dans d'excellentes conditions sur une grande fraiseuse rapide. Les plaques des aubes directrices sont biseautées avant d'être soudées. Les progrès techniques ont fait du soudage un procédé de fabrication extrêmement viable. Les aubes directrices sont faites de plaques d'acier pressées et soudées avec tourillons rapportés. L'usinage des grosses pièces est le travail le plus astreignant de tous. Un traçage minutieux permet de respecter les tolérances serrées sans lesquelles une turbine ne peut fonctionner efficacement. Aussi grandes soient-elles, beaucoup de ces pièces peuvent être façonnées sur des machines de dimension moyenne. Le fond annulaire supérieur est alésé sur un tour de 35 pieds, ainsi que le fond central. Le corps central et le manteau, lourde pièce usinée dans laquelle l'hélice tournera. Les pièces sont amenées à la halle de montage. Pour que les pièces d'une turbine puissent être assemblées sur le chantier avec la précision voulue, elles sont préassemblées dans les ateliers avant d'être expédiées. On met des repères sur toutes les pièces afin d'éviter retards et difficultés durant l'assemblage au barrage. Les aubes directrices sont installées dans le distributeur. La mise en place des coussinets destinés aux aubes du distributeur est une opération très délicate. Les coussinets de bronze ont été contractés par congélation pour pouvoir être placés plus facilement. On voit ici le métal qui se dégivre. Les biellettes de vannage sont également préassemblées sur le distributeur. Elles servent à ouvrir et à fermer les aubes directrices. Il y a en tout 20 aubes directrices à l'intérieur du distributeur. Leur fonction est de contrôler le débit d'eau qui entre dans la turbine et ainsi la puissance produite. Le couvercle pèse 65 tonnes avec un diamètre de plus de 25 pieds. Il constitue le plafond du distributeur. Le fond central, qui est cintré, dirige l'eau vers le bas, c'est-à-dire vers l'hélice. Finalement, les éléments de la pièce maîtresse, à savoir de l'hélice, arrivent à la halle de montage. De grands coussinets anti-friction à rouleau sont placés autour des tourillons des pales. Les pales sont installées sur le moyeu. Chaque pale pèse approximativement 16 000 livres. Dans les turbines de carillon, l'hélice comprend un moyeu central et 5 pales orientables. Une fois monté, l'ensemble mesure 20 pieds de diamètre. Sur le chantier, les travaux s'accéléraient car la date limite, fixée pour la livraison de l'électricité, approchait. La construction était en bonne voie en automne 1961. Les fosses des turbines, situées du côté sud, étaient presque terminées et les pièces à encastrer dans le béton étaient sur le point d'être mises en place. Du côté nord, le bâtiment de la centrale était en construction au-dessus des fosses terminées.
Durant l'hiver, les équipes de Canadian General Electric installaient les bobinages de stator pour les énormes génératrices. Les hélices des turbines continuaient à sortir des ateliers de Dominion Engineering. Chaque détail était minutieusement vérifié par des ingénieurs de l'Hydro-Québec. Comme le parcours n'était pas très long, il était possible de livrer les hélices munies de leurs pales et de leurs mécanismes complètement montés dans le moyeu. Cela permit de gagner beaucoup de temps sur le chantier. Mais sur les routes, comme lors du chargement et du déchargement, 1000 précautions étaient nécessaires pour éviter les chocs qui auraient pu endommager les mécanismes. À l'intérieur de la centrale, le cône est fixé au moyeu et l'énorme hélice est prête à être installée. Plus de 100 tonnes d'acier massif, enfermant une mécanique de très grande précision, traversent la salle des machines. Il faut beaucoup d'habileté et de jugement pour faire descendre 100 tonnes dans un puits qui n'offre qu'un quart de pouce de jeu. Puis l'arbre principal est mis en place. Et finalement, le rotor de la génératrice est installé. Une vue d'ensemble de la salle des machines avant que tout ne soit terminé permet de se rendre compte de l'ampleur du travail et de l'organisation d'un tel ouvrage. Fosse après fosse, turbine après turbine, le travail avance. Et finalement, les génératrices terminées sont prêtes à fournir le courant au réseau. Un simple bouton met en marche le mécanisme qui fait ouvrir les eaux directrices du distributeur et les eaux libérées se mettent au travail. Heure après heure, jour après jour, un autre groupe de turbines Dominion dessert sa région et répond aux besoins croissants du développement industriel du Québec.